Ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur la page YouTube de Choc FM à Toronto. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège de recevoir deux professeurs, deux chercheurs qui vont revenir avec moi sur l'actualité brûlante au Canada. Le 28 mai 2021, les restes des corps de 215 enfants sont retrouvés sur le site de l'ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Plusieurs rassemblements ont eu lieu un petit peu partout au Canada, chez nous, à Toronto notamment, pour honorer la mémoire de ces enfants, mais aussi dénoncer ce système des pensionnats qui reste assez méconnu, mal connu. Le 23 juin 2021 également, une annonce d'une autre découverte macabre a eu lieu. C'est 751 sépultures, cette fois anonymes, d'enfants, encore une fois, et d'adultes également, sur le site de l'ancien pensionnat de Marieville, en Saskatchewan. Alors, sur cette actualité très sombre, on va essayer ensemble de comprendre ce qu'était ce système des pensionnats autochtones et quels sont les enjeux jusqu'à aujourd'hui, avec mes invités, le professeur Norman Cornett, spécialiste en sciences des religions et que l'auditoire de Choc FM connaît très bien, et le professeur Gilles Bibeau, professeur émérite au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment l'ouvrage Les Autochtones, la part effacée du Québec, qui vient de paraître chez Mémoire d'Encrier. Messieurs, bonjour. Bonjour. Messieurs, pouvez-vous peut-être tout d'abord commencer par nous aider à définir ensemble ce qu'on appelle les pensionnats autochtones, leur principe de fonctionnement, leur base légale et le problème qu'ils posent aujourd'hui, en deux mots. Alors, je laisse le soin au professeur Bibeau, l'anthropologue, de démarrer. Écoutez, l'idée d'offrir un système d'éducation aux populations autochtones du Canada a démarré pratiquement au milieu du 19e siècle avec une loi, la loi sur la civilisation graduelle des tribus sauvages en 1857. Et à ce moment-là, on ne parlait pas encore de retirer les enfants des familles et de les envoyer au pensionnat, bien que le modèle était déjà en place, puisque dans le cas du Québec, on avait déjà les collèges classiques qui étaient les séminaires, les petits séminaires qui étaient des pensionnats dans chacun des diocèses. Et c'est ce modèle où on retirait des familles paysannes les enfants dès 12 ans pour faire les éléments latins, le cours classique, etc. Alors, ça va donner non seulement la formule, mais également le contenu des enseignements qui vont être copiés sur le modèle des écoles primaires et des écoles secondaires et éventuellement le post-secondaire. Donc, c'est fondamentalement porté par l'idée qu'il faut civiliser, c'est le vieux modèle colonial, et c'est précisément ce qu'il faut mettre en procès à ce moment-ci, les racines, cet immense trou de mémoire en quelque sorte face à nos rapports coloniaux que nous avons inscrits d'inégalités fondamentales dans toutes les institutions qu'on a mises en place et particulièrement dans les systèmes des pensionnats. Alors, mon cher collègue, à vous d'en dire davantage. Mais tout à fait, j'aimerais parler, et on me voit toujours? Oui, professeur. Alors, je crois qu'il importe de rappeler, comme disait tout à l'heure le professeur Gilles Bibeau, l'anthropologue, la base religieuse de tout le système scolaire à l'époque. Donc, et quel était le principe opérateur chez les francophones catholiques, missionnaires? Et là, j'aimerais rappeler à l'auditoire de Choc FM un sermon du 23 juin 1902 de Louis-Adolphe Paquet, la vocation de la race française en Amérique,
parce qu'on a là la justification de tout ce modèle pédagogique dont le professeur Bibaud vient de parler. Je me permets de citer, et ce serment, ce discours fait date, on est le 23 juin, donc évidemment il s'agit de la Saint-Jean-Baptiste et le nationalisme en rapport avec le catholicisme comme force motrice de la mentalité de l'époque. Et je tiens à dire que Louis-Adolphe Paquet, on l'estimait le théologien national du Canada français. Et c'est beaucoup dire, théologien national. À nos yeux, ça semble une contradiction, le nationalisme et la théologie. Mais regardez ce qu'il disait le 23 juin 1902. Et je cite, « Or, mes frères, pourquoi hésiterais-je à le dire? Ce sacerdoce social réservé au peuple d'élite, nous avons le privilège d'en être investis. Cette vocation religieuse et civilisatrice, c'est, je n'en puis douter, la vocation propre, la vocation spéciale de la race française en Amérique. Or, c'est cette mentalité qui est au fond de ce système de pensionnat et l'implication des missionnaires francophones dans l'Ouest canadien. Je tiens à souligner que ça fait une continuité, puisque en 1919, nul autre qu'Henri Bourassa, fondateur du journal Le Devoir, a publié une série de discours, de sermons qu'il avait livrés pendant la Première Guerre mondiale. Et c'était sa position, au lieu que les chrétiens, au lieu de faire la guerre, les chrétiens, et évidemment, il était contre l'impérialisme britannique, contre la conscription qu'on a imposée lors de la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'il était un chef nationaliste à cette époque. Or, ce titre, le Canada apostolique, trace les missionnaires dont il est question à Marival, en Saskatchewan, entre autres, et ailleurs dans l'Ouest canadien. Et si ce n'était pas assez, cette lignée de pensée continue en 1963, Lionel Groulx publie une étude, une monographie, un véritable pavé qui s'intitule comment? Le Canada français missionnaire. Et c'est la suite de la pensée de Louis-Adolphe Paquet que la théologie et le catholicisme viennent sanctifier justement ce qu'on fait auprès des Premières Nations. Alors, merci beaucoup, messieurs, pour cette remise en contexte historique et pour nous rappeler la composante religieuse de ces systèmes de pensionnat autochtone au Canada. Je pense qu'on a bien compris que le but était avant tout à la fois de scolariser, mais peut-être encore plus d'évangéliser et d'assimiler ces populations, ces enfants autochtones. Je comprends très bien qu'à l'origine, donc au début des pensionnats, vers 1820, c'était ce moteur religieux qui était au centre de ce système. Ma question est la suivante, comment et pourquoi ce système a-t-il pu perdurer aussi longtemps jusqu'à la fin quasiment des années 1990? On est seulement il y a peut-être 25 ans. Comment est-ce que la division entre l'Église et l'État n'a pas pu être faite plus tôt? Le 19e siècle, ne l'oublions pas, est caractérisé par deux choses essentielles. Au sein de l'Église du Québec, particulièrement sous Monseigneur Bourget à Montréal, Monseigneur Pontbriand à Trois-Rivières, par ce qu'on appelait l'ultramontanisme, qui était une doctrine assez particulière qui va conduire à la théologie du professeur de l'Université Laval, de Monseigneur Paquet,
qui a été, dont les éléments centraux ont été présentés par professeur Cornette, cette notion d'exceptionnalité, mais aussi de plus catholique que le pape. Nous sommes à l'époque de Pie IX et l'Église, lorsque l'État britannique, on peut le dire ainsi, va confier les affaires sociales, les affaires, la responsabilité dans les diocèses de ce qu'on met aujourd'hui sur le ministère des Affaires sociales et de l'éducation à l'Église. L'Église est libre de lui donner le contenu qu'elle veut. Comme elle est ultramontaine à cette époque, et qu'elle est convaincue qu'elle a une mission exceptionnelle à jouer dans une Amérique protestante et de langue anglaise, forcément, cela va passer dans les manuels scolaires, dans les formules d'enseignement. Ça va donner les objectifs à la formation des jeunes. C'est cela qui est présent. La deuxième chose sur laquelle je veux insister et qui m'apparaît extrêmement importante, comment se fait-il que cette intrication du politique et du religieux s'est faite avec tellement de force et qu'il semblait impossible de détacher le politique du religieux et le religieux du politique. C'est que, compte tenu du bras protecteur de l'État, l'Église tirait des avantages de cela. Et d'autre part, le politique tirait des avantages. Donc, je dirais l'un et l'autre maintenaient ce modèle, même à une époque où il a été complètement dépassé. Au début du XXe siècle, on parlait de ce sermon, de ce plaidoyer, de ce discours de Monseigneur Paquette. N'oublions pas que nous sommes en 1902, on aurait pu penser que les choses avaient changé, mais non. Alors, les religieuses, par exemple, celle de l'ordre des religieuses de Saint-Hyacinthe qui a été impliquée à Marival, c'était, a dit la représentante de la congrégation, nous étions là pour aider les jeunes. Nous n'avons jamais pensé que nous participions à un modèle d'assimilation fondamentale et de perte de culture, de faire sortir l'Indien de l'Indien. C'est très grave. Ça en dit très, très long sur une Église qui ne réfléchissait pas, je dirais, de manière fondamentale à ce qui portait au fond toute leur action dans la société civile. Il y a un aveuglement qui était là, qui était absolument massif. Et je crois que l'aveuglement était là aussi du côté du gouvernement canadien. La vieille pensée de MacDonald, John MacDonald, s'est maintenue extrêmement longtemps. Ça faisait l'affaire du gouvernement aussi d'avoir confié ça aux églises et puis on ne s'en occupe pas, d'autant plus qu'on ne payait pratiquement pas ces gens-là. En tout cas, ça pourrait expliquer pourquoi ça s'est maintenu aussi longtemps, cette intrication du politique et du religieux. Alors, professeur Bibeau, il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs que les ententes avec le clergé ont été quand même abolies. C'était en 1969 avec un livre blanc sur la politique indienne du gouvernement du Canada déposé par le ministre des Affaires indiennes de l'époque, Jean Chrétien. Mais pourtant, le système a quand même encore perduré pendant de nombreuses années puisque le dernier pensionnat autochtone au pays a fermé ses portes en 1997, je crois. Oui. C'est un système qui est quand même institutionnalisé, il peut le dire, c'est l'État qui est derrière, avec jusqu'à fort récemment un système qui, à nos yeux de contemporains, nous paraît aujourd'hui parfaitement monstrueux. Adoption forcée, on en parle, déracinement familial, culturel, religieux, mais aussi évidemment les mauvais traitements, les sévices, et aujourd'hui on le constate, la mort sur des enfants parfaitement innocents. Comment est-ce que
excusez-moi d'insister, mais comment est-ce que ce système a pu perdurer si longtemps? Mais je me permets, Monsieur Laurent, de donner suite et peut-être une certaine précision. Professeur Bibaud a raison de souligner qu'il s'agissait d'une main-d'œuvre, mais très, très bon marché. Donc, au point de vue, que ce soit le gouvernement de la Saskatchewan ou de la Colombie-Britannique ou du Manitoba, et j'en passe, eh bien, on laissait entre les mains de ces religieux et religieuses et il n'y avait pas beaucoup d'administration, de bureaucratie et surtout pas de budget. Donc, ça, c'était très, très commode. Mais j'aimerais préciser, quand le professeur Bibaud parlait de Trois-Rivières, ce n'était pas Monseigneur Montbriand qui était l'évêque, mais c'était plutôt Louis-François Laflèche. Or, c'est lui l'ultramontain par excellence et mine de rien, quel était le fondement même de la pensée ultramontaine de Louis-François Laflèche? Eh bien, c'est quelqu'un qui a passé pratiquement toute sa vie, toute sa jeunesse comme missionnaire dans l'Ouest canadien, de sorte que le modèle francophone de l'époque, que ce soit la deuxième moitié du 19e siècle et jusqu'à la première moitié du XXe siècle, jusqu'à la Révolution tranquille des années 60, le modèle du Canadien français, il est catholique et il est missionnaire dans l'Ouest canadien. Et ça importe pour l'auditoire de Choc FM, puisque vous êtes à Toronto, vous êtes en Ontario, et évidemment, les Franco-Ontariens faisaient partie prenante de cette tradition et de cette perception à toute fin pratique, il s'agit d'une quête identitaire. Elle est catholique, elle est missionnaire et elle est hors Québec. Elle est en Ontario, elle est dans l'Ouest canadien. Et je tiens à dire qui était un des pionniers et nul autre que Rodrigue Villeneuve, qui était nommé évêque de Gravelbourg en Saskatchewan. Alors, vous voyez déjà, ils sont à toute fin pratique les prémices et c'était une prolongation de cette pensée. Et j'aimerais aussi donner suite à ce que le professeur Bibaud en parlant des sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Hyacinthe. Et j'ai trouvé ça très important et je me permets de lire quelques brèves citations de sœur Pauline Vertefeuille, porte-parole des sœurs de Saint-Joseph, en parlant de ce qui s'est arrivé à Marival, où il y avait justement des sœurs de sa congrégation. Elle disait, et je vais le citer, attendez voir, ça ne sera pas long. Et je cite, les religieuses n'étaient pas, entre guillemets, partie prenante de ce qui a pu se passer à Marival ou ailleurs. Fin de citation. Elle continue. Elle ne savait rien de ce qu'il y avait derrière, affirme Madame Vertefeuille. Je veux bien, mais à un certain moment, ces femmes étaient vraiment intelligentes, vraiment habiles, puis ces femmes étaient formées. Alors, quand on plaide l'ignorance, ça me rappelle de très mauvais souvenirs de l'Europe nazie. Et vous avez raison, je pense le souligner, professeur Cornette, certaines personnes autochtones parlent véritablement et font cette comparaison entre les pensionnats autochtones et des camps de concentration avec une forme d'assimilation forcée. On est quand même très loin de cette image et des valeurs que le Canada prétend aujourd'hui véhiculer, celui d'une démocratie pacifiste, multiculturelle, accueillante, inclusive. Comment est-ce que cette dichotomie est possible? Écoutez, quand la commission Erasmus Dussault, la commission royale sur les peuples autochtones, a remis son rapport en 1996, je crois, et elle avait
documenté. Dans le tome 4, il y a toute une section sur les pensionnats et qu'elle avait proposé, en quelque sorte, un modèle différent pour l'éducation dans les communautés, dans les différentes nations et communautés autochtones à travers le Canada, mais ça commandait des milliards. C'était énormément d'argent, reconstruire des écoles. Moi-même, je connais les bâtiments vus, visités, travailler dans de nombreux bâtiments, l'école primaire, l'école secondaire, dans l'une ou l'autre des 10 nations au Québec. Je vois dans l'état de délabrement de tout cela, sans parler des programmes, sans parler des services à l'intérieur, tout ça. Ça coûterait très cher au gouvernement canadien s'il voulait véritablement appliquer les recommandations qui sont venues aussi de la commission Vérité et Réconciliation, et on préfère en quelque sorte laisser aller les choses. Professeur Cornette a explicité une idée extrêmement importante, l'aspect économique. Ça coûte très cher l'enseignement. Vous savez que ça représente en général plus du tiers des budgets des États dans presque tous les pays du monde. Et la part qui va aux Autochtones est très faible. Si on pouvait avoir une main-d'œuvre bon marché dans les pensionnats, etc., on a maintenu un peu le système, et aujourd'hui, on commence à peine. Si on veut véritablement, si on veut considérer comme un moment de vérité ces tombes anonymes qui nous parlent depuis l'outre-tombe, peut-on dire, ce n'est pas simplement pour nous amener à dénoncer la complicité des églises et des gouvernements et le silence, je dirais, coupable des congrégations religieuses qui ont participé à toute cette entreprise, mais c'est pour nous mettre au travail pour que véritablement les conditions de vie des Autochtones dans leurs différentes communautés à travers le Canada reçoivent les budgets qu'il faut, et ça peut coûter extrêmement cher, et le Canada doit devoir absolument, de ce point de vue-là, donner les budgets qui s'imposent. Ce n'est qu'un élément dans une réponse qu'il faudrait faire à la question très vaste que vous posez. Je vais laisser mon ami Cornette continuer à développer la réponse à cette question. Pour revenir à votre question, Monsieur Laurent, comment ça se fait qu'on se retrouve en 2021 avec de telles découvertes macabres? Eh bien, c'est qu'on a trop facilement accepté les mythes fondateurs du Canada. On ne les a pas mis en question. Or, ce qui s'est passé à Kamloops, ce qui s'est passé à Marival, ce sont des prises de conscience sur le fondement même du Canada. Et j'ose dire que c'est l'équivalent. Pour moi, quand j'ai appris ces nouvelles, en tant qu'Américain qui collabore également avec les Premières Nations aux États-Unis, entre autres les Navajos, où j'enseignais à Northern Arizona University avec un chaman de Chantobegué, eh bien, ce qui m'avait frappé, c'est que ces nouvelles sont l'équivalent de ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'événement Wounded Knee. J'espère donc que Kamloops, Marival, et malheureusement, je crois qu'il y aurait d'autres découvertes semblables, et cette force de frappe sur l'affect, sur la psychologie, voire la conscience collective des Canadiens de Wounded Knee, en point tel, Monsieur Laurent, il nous faut, et ça je le dis en tant qu'historien de formation, quoi qu'en histoire des religions, je crois qu'il faut remettre en question l'historiographie actuellement. Il faut revoir, et ça nous prendra des faits, des données, des statistiques,
Et j'aimerais passer aux solutions possibles. Moi, j'ai eu le privilège d'enseigner à Three Rivers University, qui est à Kamloops, là où on a fait la première découverte. Eh bien, je propose que dans de tels endroits comme Three Rivers University à Kamloops, ou encore l'université de Regina, pas loin de Marival, ou ce jumelle, je tiens à dire, First Nations University, je propose au gouvernement canadien et au gouvernement de chacune de ces provinces d'établir des recherches, des chaires de recherche en études médico-légales. Il nous faut aller au fond et de dépasser les mythes fondateurs du Canada et qu'on nous donne des faits, des statistiques, des données avec des preuves à l'appui. Et quand on fait cela, Monsieur Laurent, on va repenser, on va raconter autrement l'histoire du Canada. Et alors, en effet, professeur, les Autochtones vivent sur ces terres depuis, il faut le rappeler, plus de 12 000 ans. Après 2 siècles de conquête, le processus qui a été voulu par les colons, c'est celui de l'assimilation et même de l'éradication. Un véritable génocide, en fait, qui ne dit pas son nom pour certains. Au-delà de demander pardon, au-delà, vous en avez très bien parlé, professeur Bibeau, de les questions d'éducation et de budget qui sont assez considérables et qui devraient être débloquées. Au-delà de cette grande réflexion collective qu'on espère voir aujourd'hui naître de ces découvertes macabres et au-delà de tirer des leçons du passé, comme le déclare notre Premier ministre Justin Trudeau après la découverte des 751 tombes de Marival, est-ce qu'il n'existe pas encore aujourd'hui des responsables toujours bien vivants qu'il faudrait peut-être traduire en justice? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être en faire appel à une commission extérieure, voire à l'ONU, pour traiter la question? Écoutez, bon, peut-être pas des excuses, mais une reconnaissance de l'impact du colonialisme sur les politiques de prise en charge de l'éducation des enfants au Canada est essentiel de la part de l'Église. Tout le monde demande au pape François même M. Trudeau l'a fait. Et il est conseillé évidemment par le cardinal Ouellet. Nous connaissons, savons que c'est un très grand conservateur, et un autre cardinal canadien qui sont à Rome et qui sont ses conseillers sur cette affaire. Et il préfère certainement garder le silence, d'autant plus que ça vient réouvrir un autre dossier qui est loin d'être fermé, qui est celui des abus sexuels auprès des enfants. On ne sait pas sur quel pied danser actuellement, et j'attends au fond assez peu de reconnaissance et d'acceptation de ce qui s'est passé en essayant d'expliquer. On va se limiter à mettre, sans doute, les congrégations et les diocèses vont mettre leurs archives, mais qu'y a-t-il exactement dans ces archives? Je ne sais pas, je ne les ai pas vraiment fréquentées, mais je ne crois pas qu'on apprendra énormément de choses. Je veux revenir pour un moment à la question de la mise en soupçon du récit national canadien. Ces fondations, ce qui s'est développé exactement, et la place du Québec dans ce récit pan-canadien. Le Québec est encore dans une position, je dirais, différente du reste du Canada, dans la mesure où le Québec se vit comme une société qui a été colonisée par le Britannique sans reconnaître qu'il a été colonisateur des Amérindiens. Donc, il y a là, je dirais, une tension entre le colonisateur et le colonisé. Et le colonisé
du 19e siècle vient annuler et effacer la part de colonisateur qu'il y a en lui. Et ça nous empêche en quelque sorte ou ça nous rend un petit peu sourds aux voix qui ont été réprimées et à tous les discours des Autochtones qui demandent avant tout les enquêtes qu'il faut, mais par-delà les enquêtes, c'est le repositionnement de l'ensemble des nations autochtones dans le Canada. Nous disposons de recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones, la représentation donc au Parlement. Il y a tellement de recommandations pour redonner une place. On ne corrige pas toujours l'histoire et c'est très difficile de la corriger. Mais à ce moment-ci d'une nation que nous voulons construire et qui fait place à toutes les différences dans une certaine mesure, dans une certaine fidélité aussi à la présence, appelons-les, des peuples fondateurs, parce que dans le mythe de fondation du Québec, nous pensons toujours qu'il y a 2 peuples fondateurs au Canada. Ça exclut donc les Autochtones, nous le voyons déjà au départ, et ça donne une place secondaire à toutes les immigrations qui se sont faites à partir du 19e siècle. Donc, il y a vraiment là un moment, oui, on l'a appelé le moment de vérité. Il faut qu'on puisse être capable, et au Québec, nous l'avons encore vu récemment, quand le 21 juin, on a solstice, dont on voulait faire une fête éventuellement, parce que si vous regardez le calendrier des fêtes politiques au Canada, il n'y en a pas une seule qui célèbre la présence amérindienne, la présence autochtone. D'ici, on célébrait. Et qu'a dit M. Legault, notre premier ministre du Québec? Il a répondu, écoutez, on a déjà un calendrier extrêmement chargé de fêtes civiques, nous n'allons pas en ajouter une autre. Bien, écoutez, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a 10 nations au Québec qui sont autochtones et M. Ghislain Picard avait poussé pour qu'on ait une fête. Non, il y en a, et moi je suis toujours porté à penser, en prolongeant la réflexion sur les mythes fondateurs, que la position très inconfortable de colonisateurs colonisés des Québécois les empêche d'établir des relations harmonieuses avec les nations autochtones. Et Monsieur Lebrun, vous avez posé cette question sur la justice. Certes, il y avait la commission de vérité et de réconciliation, mais le Canada doit maintenant passer à la 3e étape, rendre justice aux Premières Nations. Et c'est pour cela qu'il faut insister sur Kamloops, Marival, comme scène de crime. Et j'insiste là-dessus. Ouais. C'est qu'il faut aller au-delà de la vérité, au-delà de la réconciliation et reconnaître qu'il s'agit d'un crime. On parle même, dans certains cercles, d'un crime contre l'humanité. Et oui. Je ne suis pas à l'aise, Monsieur Laurent, quand on parle du rapport entre le Canada et les Premières Nations comme un génocide culturel. Il s'agit d'un génocide à plein titre. Absolument. Et professeur, si vous voulez comparer peut-être pour notre auditoire en 2 mots votre expérience américaine que vous mentionniez tout à l'heure, est-ce qu'à votre sens, nos voisins du Sud ont mieux géré la réconciliation, entre guillemets, avec leurs Premières Nations? L'ironie, Monsieur Laurent, vous savez que là, pour la première fois, il y a dans l'administration du président Biden, il y a une femme des Premières Nations, Navajo, qui est responsable pour ce qu'on appelle Home Secretary. Oui. Les nouvelles de Kamloops et Marival, c'était comme une onde de choc. Et il y a une prise de conscience là. Qu'est-ce qu'on a enfoui, nous aussi? Qu'est-ce qu'on a enterré? C'est pour cela, dans le cas du Canada, moi, je crois qu'il faut être franc et honnête. Il s'agit bel et bien d'un génocide, un génocide que moi j'appelle clandestin. Et j'aimerais insister, quand on parle de justice et comment on rend justice, comment faire justice
aux Premières Nations, et le professeur Bibeau a tout à fait raison. Il faut, par les études à venir, situer les Premières Nations à l'épicentre de l'historiographie canadienne. Mais j'aimerais citer en tout dernier, encore une fois, la sœur Vertefeuille, parce qu'elle disait, et je crois que ça c'est très important qu'on saisisse ce qu'elle a dit. Elle disait, ils ont fait une annonce, la congrès, les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, et je vais la citer. C'était à la toute fin, attendez. Je m'excuse, un petit instant. Quand on parle... Alors, je vais rappeler dans l'Internet que d'après la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, il y a plus de 4100 enfants qui ont perdu la vie dans les pensionnats autochtones, dans le système des pensionnats, et plusieurs autres sont encore portés disparus, ne sont toujours pas identifiés. Il y aurait 150 000 enfants métis qui seraient passés à travers ce système au cours de cette grande période de 1820 à la fin des années 1990 au Canada. Alors, voici la citation de sœur Vertefeuille. Ces religieuses avaient, et je cite, sans le savoir et sans le vouloir, participé au mouvement de colonialisme instauré à l'époque et ainsi contribué à la perte d'identité que dénoncent avec raison les Premières Nations. Fin de citation. Sans le savoir et sans le vouloir. Eh bien, là encore, je conteste. Et si on veut rendre justice aux Premières Nations, et je parle comme historien qui a passé 10 ans dans les archives de l'INL Group, dont un des corpus épistoliers est parmi les plus grands dans toute l'histoire du Canada, et je sais très bien, en dépouillant ces lettres, que l'INL Group correspondait avec ces religieuses, avec ces religieux. Si vous voulez aller au vif de la question, il faudrait absolument que le gouvernement, soit de la Colombie-Britannique, soit de la Saskatchewan, et le gouvernement du Canada s'emparent immédiatement des archives, et ça, sans rédaction aucune, parce que la clé de voûte, c'est dans la correspondance et dans les lettres qu'on a échangées. Et je vous dis que là, on va savoir, est-ce qu'on ne voulait pas, on ne savait pas, tout ça, il faut le vérifier avec les archives et avec des études, mais vraiment poussées dans les échanges. D'autant plus qu'il reste encore des religieuses et des religieux. Comme on a fait suite à la Deuxième Guerre mondiale, il faut à tout prix chercher ces personnes et faire des entrevues de fond avec des personnes. Parce qu'il faut établir les faits et ça va prendre des documents qui vraiment qui vont faire date. Voilà, des questions qui sont encore trop peu abordées, mais il est le temps d'ouvrir enfin cette grande réflexion collective sur la question des Premières Nations au Canada. Et eh bien, il me reste, messieurs, professeur Norman Cornett, professeur Gilles Bibeau, à vous remercier pour vos lumières, votre analyse. Je rappelle que le professeur Bibeau est auteur de Les Autochtones, la part effacée du Québec chez Mémoire d'Encrier, un ouvrage qui se penche donc notamment sur les contacts des premiers colons français avec les Autochtones en tentant de prendre en compte le point de vue de ces derniers, ce qui, à mon sens, est un exercice qui n'a jamais encore été fait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps sur les ondes de Choc FM de répondre à mes questions. Merci à vous, monsieur Laurent, et je lance comme défi à tout l'auditoire de Choc FM de repenser les mythes fondateurs du Canada à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre.